Chapitre 5. Demeurer sans arrière-plan. La communication ne fonctionne jamais à sens unique, comme se borner à écouter l'orateur en essayant de comprendre ce qu'il raconte. C'est un acte partagé. Vous devez communiquer avec l'orateur comme il doit communiquer avec vous. L'intention de communiquer est si forte, de part et d'autre, que nous sommes capables d'une véritable intensité, au même moment et au même niveau. Pour communiquer, nous devons aussi savoir ce que nous cherchons l'un et l'autre, si bien sûr nous cherchons quelque chose. La vie comporte tant de problèmes, individuels et collectifs, conscients ou inconscients, tant de tourments, de désespoir, d'angoisse, les conflits familiaux, la peur de perdre son emploi, l'effort constant de s'ajuster au sein d'une relation, que vous cherchez probablement une sortie. Tourmenté, découragé, incertain, vous voulez une certitude, un espoir, un réconfort. C'est ce que nous faisons habituellement, et c'est probablement ce que vous venez faire ici. Et il se peut que l'orateur ne fasse absolument rien de ce genre. Vous cherchez quelque chose, et l'orateur vous dit « ne cherchez rien ». Entre vous qui cherchez et l'orateur qui dit de ne pas le faire, il n'y a évidemment pas de communication. Vous devez donc comprendre ce que l'orateur vous dit, et l'orateur doit comprendre ce que vous essayez de faire. C'est ce que nous allons faire ensemble. Comment allez-vous comprendre ce que l'orateur veut vous transmettre quand il dit « ne cherchez pas ». Il dit de ne pas enquêter, de ne pas chercher autour de soi, de ne pas s'en remettre à un instructeur, à un groupe de gens, à une organisation ou à un système de pensée. De ne pas aller chez un analyste, de ne demander aucune aide extérieure. Vous devrez comprendre ce que cela veut dire. Pourquoi il dit cela? Est-ce illogique, irrationnel et stupide? Cela n'a-t-il pas de sens? Vous le saurez dès que vous et l'orateur aurez établi une relation, lorsque vous et moi regarderons dans la même direction. Alors la communication deviendra simple, aisée et vivante. Une autre difficulté de la communication est que nous n'écoutons pas. Il est possible d'écouter un avion qui passe sans résistance, sans ennui ni irritation. L'écouter simplement. Mais il est très difficile d'écouter quelqu'un de cette façon, particulièrement quelqu'un qui vous dit le contraire de ce que vous pensez ou de ce que vous désirez entendre. Écouter sans juger, sans évaluer, sans accepter ni rejeter, écouter simplement est l'une des choses les plus difficiles à faire. Car comment écouter ainsi lorsqu'on est tourmenté, entortillé dans les incertitudes, en colère, furieux, contre la société, contre soi-même, contre le milieu où l'on vit? Il est extrêmement difficile d'écouter tranquillement. Pourtant, il me semble que l'on ne peut apprendre et comprendre en profondeur que lorsqu'on écoute tranquillement, sans aucune demande, sans poser de questions, sans attendre une réponse. On écoute, simplement. Nous avons donc plusieurs choses à faire ensemble. Pourtant, il nous faut travailler dur, avec sérieux et détermination. Peu sont vraiment sérieux. On est sérieux pour ses petits problèmes personnels, mais c'est un sérieux bien ordinaire. Il existe un sérieux qui n'est pas personnel, individuel, qui se révèle quand on fait face à certains problèmes angoissants. C'est cette qualité de profond sérieux qu'il faut pour découvrir, pour communiquer, et non le sérieux superficiel d'un esprit qui cherche une solution à ses problèmes, ou qui veut faire quelque chose pour trouver la vérité, ce qui me semble bien futile face à un sujet aussi considérable. Nous allons travailler ensemble. L'orateur ne sera pas seul à travailler, vous aussi. La communication marche dans les deux sens. L'orateur ne vous transmet rien et vous ne cherchez pas à le comprendre. Nous tentons de comprendre ensemble l'extraordinaire problème de vivre en qualité d'être humain intégral,
pris comme nous le sommes dans une certaine société, dans un certain milieu, piégés par les organisations religieuses, englués dans la vie de famille avec ses problèmes, ses jalousies, ses peurs, ses résignations et son emprise. Une existence qui semble prouver que la vie n'a aucun sens, une existence réduite à la routine, à l'habitude. Pris là-dedans, nous tentons de résoudre nos problèmes dans les limites de nos pensées et de notre conditionnement. Il faut approcher le problème globalement, comme étant le mouvement de la vie, et comprendre le problème global nous rendra sans doute capables de résoudre nos petits problèmes particuliers. En somme, il s'agit de comprendre le tout et non le détail. La compréhension du détail ne peut pas mener à la compréhension du tout. Ce n'est qu'en voyant le tout qu'on peut réellement comprendre le détail et s'en libérer. Comprendre un détail et se servir de cette compréhension pour appréhender le tout n'a aucun sens et ne peut jamais se faire. Si vous regardez avec des yeux clairs ces merveilleuses montagnes, les arbres, le torrent, l'extraordinaire lumière du soir, le clair de lune sur la neige, vous voyez cela comme un tout. Si vous ne le voyez pas comme un tout, vous ne l'avez pas vraiment vu. Si vous vous concentrez sur un sapin, vous manquez la beauté de toute la scène. L'extraordinaire vitalité des montagnes, de la lune, de la forêt, du torrent. Pour l'esprit qui s'empêtre dans un problème particulier, un problème personnel, individuel, il devient extrêmement difficile de voir l'ensemble. Et comment est-il possible, je n'emploie pas comment pour suggérer une méthode, mais comme simple interrogation. Comment est-il possible à un fragment, autrement dit un esprit englué dans un problème personnel, de voir le tout et donc d'agir, non pas à partir du détail, mais à partir du tout. J'espère me faire comprendre. Je dis qu'il faut voir tout le panorama de la vie, sa totalité. Les absurdités, les malversations, la brutalité, les horribles guerres, la prétendue paix, l'incertitude, la peur de la mort, les croyances, les dieux, les sauveurs. Vous devez voir tout cela. Pas d'un œil chrétien, hindou, bouddhiste, zen ou autre. Vous devez voir tout cela en entier. Si vous voyez le tout, je pense que vous serez capable de répondre aux détails. Il faut voir tout le tableau, mais pas intellectuellement, verbalement, pas en tant qu'idée ou concept. Vous ne pouvez pas avoir une idée de ces montagnes. Vous les voyez ou vous ne les voyez pas. Vous ne pouvez pas avoir une idée de la beauté du clair de lune sur la neige. Si c'est une idée, c'est que vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas en communion directe avec cette lumière, avec cette beauté. De même, il faut voir tout le tableau de la vie. Ayant vu le tableau dans son entier, vous pourrez répondre aux détails, aux questions personnelles, aux problèmes, aux tourments, aux souffrances et tout le reste. Voilà ce dont je parle. Un esprit très personnel, c'est-à-dire préoccupé de lui-même, empêtré dans ses problèmes, ses souffrances, ses croyances, ses vanités, ses désespoirs, ses expériences et ses mesquineries, ne peut en aucun cas voir le tout. Vous pouvez vous l'imaginer. Cela ne fera que créer plus de malheur, plus de confusion et plus de douleur. Il est assez évident, je pense, que si vous ne voyez pas la totalité de l'existence, quoi que vous fassiez, votre confusion est sans issue. Prenons par exemple un nationaliste. C'est une entité stupide qui tente de résoudre ses problèmes dans un petit champ étriqué qu'il appelle nationalisme. Il est semblable à un homme piégé dans un certain système philosophique ou religieux et qui tente de trouver la vérité à travers ce système, ce qui est impossible. Il peut devenir un expert très habile et philosopher dans le cadre limité de son intellect, mais pour être délivré de la confusion et de la souffrance, il doit comprendre la totalité de la vie, sans mots, sans concepts et sans idéaux. Est-il possible de voir la vie dans son entier, sans analyse, sans concept,
sans disséquer intellectuellement le tout pour tenter ensuite de réunifier les morceaux? Peut-on voir la totalité de la vie d'un seul coup? Est-ce une chose possible? Pour s'en rendre compte, il faut sortir des diverses postures d'un esprit qui dit « je comprends, je vois ». Autrement dit, on ne peut pas voir la totalité de quoi que ce soit que d'une façon non intellectuelle et non consciente. Quand, par exemple, vous faites un effort pour écouter, vous manquez la moitié de ce qui est dit. Mais si vous écoutez inconsciemment, si l'on peut dire, vous absorbez beaucoup plus que dans une écoute consciente et calculée. Est-ce que je me fais bien comprendre? Si je fais un effort conscient pour écouter ce que vous dites, le plus gros de mon énergie passe dans l'effort conscient de me concentrer. Mais si je vous écoute d'une façon aisée, attentif mais détendu, ce que vous dites pénètre mieux dans mon inconscient et prend racine. Je pense que cela a dû vous arriver. Nous cherchons à découvrir s'il est possible de voir la totalité de la vie, au lieu de nous enfermer dans un problème particulier. Car seule la compréhension de l'ensemble, de tout le tableau de la vie, résout les problèmes particuliers. Si ceci est acquis, si c'est un fait, alors comment l'esprit peut-il percevoir la totalité de l'existence? L'esprit conscient ne peut jamais voir le tout. L'esprit conscient est l'esprit individuel, alors que l'inconscient n'est jamais individuel. L'inconscient est la race humaine, l'expérience collective de l'homme. Les diverses races peuvent avoir un physique différent. Vous pouvez vivre en Amérique, en Russie ou en Inde, mais en essence, l'inconscient est partout le même. Donc, il n'y a pas d'individualité dans l'inconscient. L'inconscient est formé et limité par des tendances raciales ou collectives, par le vaste héritage invisible de l'homme. Ce n'est donc pas une entité individuelle, séparée. Cela exige beaucoup de réflexion, donc n'acceptez rien et ne rejetez rien, mais étudiez cette question en profondeur. Si nous regardons la vie tout entière, avec notre esprit conscient, que se passe-t-il? Écoutez cet avion, par exemple. Écoutez-le. Si vous l'écoutez consciemment, vous êtes limité, donc irrité par le bruit. Mais si vous l'écoutez de tout votre être, vous verrez se produire quelque chose de très différent. L'esprit conscient, c'est l'esprit instruit, l'esprit moderne, l'esprit entraîné à la technique. Je vous en prie, écoutez, n'approuvez pas, ne désapprouvez pas. Quelqu'un déjà hoche la tête. Si vous dites tout de suite que c'est impossible, ou que c'est comme ci, ou que c'est comme ça, il est clair que vous n'avez pas écouté. Ce qui est exposé est peut-être tout à fait faux, mais pour le savoir, vous devez écouter, ne pas dire « je regrette, je ne suis pas d'accord », ce qui est fort stupide. Pour découvrir le vrai, vous devez écouter, et pour écouter, vous ne pouvez pas avoir d'opinion, vous ne pouvez pas avoir de concept. C'est ici que cela devient plus difficile. Si vous avez l'idée que le conscient est ceci et l'inconscient cela, cette idée vous sert de guide. Elle modèle votre pensée. Donc, vous n'écoutez pas. C'est pourquoi vous dites « je suis d'accord » ou « pas d'accord » avec ceux dont vous parlez. Mais il n'est pas question d'accord ou de désaccord. Nous tentons de découvrir si c'est un fait. Quand une chose se révèle être un fait, il n'est plus question d'être d'accord. Ce qui est dit est ainsi ou n'est pas ainsi. Réagir immédiatement en disant « je ne suis pas d'accord » est, disons, trop juvénile. Nous essayons de voir la totalité de la vie. La vie est immense. Elle ne se limite pas aux couches superficielles de notre existence quotidienne. La vie est quelque chose d'immense, d'incroyablement subtil, fluide, mouvant. Elle n'a pas de lieu fixe. Et il est impossible de saisir la totalité de cet extraordinaire mouvement de vie au moyen de l'esprit conscient plein de croyances, de conceptions, de particularismes, d'une vision fragmentaire du monde.
car cette vision ne peut jamais mener à la perception totale. Si vous comprenez que tout effort de l'esprit conscient pour percevoir en entier le tableau de la vie est sans valeur, vous cessez d'observer de la sorte. Cela veut dire que vous n'avez plus de concept, plus de croyances. Vous regardez simplement. Vous ne passez plus par un concept, par une philosophie, par un système de pensée, par un certain espoir. Tout ceci, bien sûr, dépend de vous. Alors, si l'on ne passe plus par l'esprit conscient, comment regarde-t-on ? Il y a l'inconscient. Mais l'inconscient est toujours le réservoir du passé, n'est-ce pas ? Il peut avoir cessé d'être mon réservoir, mon grenier, mais il reste le grenier de l'humanité. Cette expérience collectée par l'humanité au cours de millions d'années, je peux lui donner aujourd'hui une interprétation différente, et cette interprétation peut m'être agréable ou non. Mais tant que je porte la charge du contenu collectif de cet inconscient, je ne peux évidemment pas voir la totalité. J'espère être assez clair en ceci. On ne peut pas voir la totalité de la vie, tout le paysage de la vie, ni par le conscient, ni par l'inconscient. Comprenez-vous ce que je dis ? Je dis que pour regarder la totalité de la vie, ce tout immense, ce merveilleux tableau, il ne faut aucune plateforme d'observation, aucun substrat conscient ou inconscient de croyance, d'expérience ou de savoir. La plupart d'entre nous ne se rendent pas compte de la façon dont ils regardent les gens. En général, comment regardez-vous quelqu'un assis près de vous ? Il ne vous plaît pas, il a chaud, il est gênant, il est gros, il est laid, il sent mauvais, ou il vous plaît. Vous le considérez avec dégoût ou avec plaisir, et l'une ou l'autre de ces réactions vous empêche de le voir. Ou bien vous êtes complètement inconscient d'avoir cette personne près de vous parce que vous êtes absorbé par vos propres idées. Il est pourtant évident qu'on ne peut réellement voir une personne que s'il n'y intervient ni plaisir ni déplaisir. Ces deux mouvements peuvent être conscients ou inconscients, positifs ou négatifs, et on ne se rend pas toujours compte, mais pour vraiment regarder quelqu'un, on doit être affranchi de tout cela. Alors seulement est-on capable de voir. En somme, regarder n'est ni conscient ni inconscient. Si vous faites un effort pour observer quelqu'un, cela devient conscient. Je ne l'aime pas, mais je dois l'aimer comme un frère. Quelle absurdité! Vous faites un effort à partir d'une conclusion, d'une idée, et vous n'avez donc aucun rapport avec cette personne, sauf en idée. Et si inconsciemment vous prenez vos distances parce que vous êtes plus intellectuel, ou plus raffiné émotionnellement, ou pour toute autre raison, vous n'avez aucun contact avec cette personne. Ainsi, regarder et écouter sont des actes qui transcendent le conscient et l'inconscient. Quand l'esprit est capable de regarder de cette façon, la barrière qui empêche la perception totale tombe. À partir de là, on peut agir sur son problème personnel. J'espère que nous communiquons, autrement dit que vous ne vous contentez pas d'entendre des mots, de les comprendre verbalement pour les mettre en application, que vous faites vraiment ce qui se dit. Seule existe l'action, et c'est l'acte d'écouter. Ainsi, les problèmes personnels de l'être humain ne peuvent être totalement résolus que si nous comprenons l'immensité, la plénitude de la vie, et on ne peut voir la totalité, l'immensité de la vie, qu'en percevant la futilité de toute croyance, de tout dogme, de toute philosophie et de toute expérience. Question d'un auditeur. En écoutant totalement l'orateur, devient-on l'orateur ? L'orateur n'est pas important. Ce qui importe, c'est que l'on comprenne l'immensité de la vie. Si vous avez écouté, réellement écouté ce qui a été dit, vous avez vu la totalité, et à partir de là, vous pouvez agir. C'est pour cela que je vous ai souligné combien il est nécessaire de communiquer. J'ai entendu dire que l'on mène de grandes études scientifiques sur la communication.
La communication, c'est la santé de l'esprit. Si nous ne savons pas établir un contact avec les autres, moi avec vous avec moi ou votre mari, votre femme, votre enfant, nous vivrons dans un monde de confusion grandissante qui aboutira à plus de malheur. La communication est extrêmement importante, même dans les plus minimes détails. Si vous ne me dites pas exactement où se trouve le sel, je vais errer à sa recherche, tandis que si vous êtes précis et clair, l'affaire est réglée. Une communication claire est capitale. C'est la base de la santé mentale. Cela peut prendre du temps. On peut être amené à utiliser des mots différents, à rejeter une chose, à en affirmer une autre, puis à revenir sur ce qui a été avancé. Mais il faut continuer à nous mouvoir ensemble, car la communication n'est pas une chose statique. C'est un mouvement, donc nous devons tous deux être capables d'avancer ensemble. Ainsi, à aucun moment ne se pose la question d'être ou non d'accord. Voilà la beauté de l'acte d'écouter. Question d'un auditeur. Pour voir la totalité de la vie, ne faut-il pas de l'attention ? Lorsque vous voyez quelque chose, que se passe-t-il au juste ? Il y a un observateur et la chose observée, n'est-ce pas ? Vous voyez l'orateur assis ici, ce qui veut dire qu'il y a un vous qui regarde et qui voit. Vous êtes l'observateur et l'orateur est la chose observée. Dans ce que nous appelons voir, il y a cette division entre celui qui voit et ce qui est vu. Mais est-ce cela, voir ? Lorsque je regarde un arbre, il y a l'arbre et moi qui le regarde, deux faits séparés. Je regarde cet arbre, je suis l'observateur avec tous mes souvenirs, mes infortunes, toutes les histoires de l'homme, et l'arbre est la chose observée. Cela n'est certainement pas voir, bien qu'il y ait un fait visuel. Pour voir l'arbre dans le sens que je donne à ce mot, l'observateur doit disparaître. Qu'est-ce que c'est que la communion ? Lorsque deux personnes se sentent en communion, un homme et une femme ou deux amis, y a-t-il deux entités séparées ? Lorsque vous aimez, si cela vous arrive, y a-t-il vous et l'autre ? Dans ce cas, cela n'est plus de l'amour. Tant que je suis conscient de regarder cet arbre, je ne le regarde pas, bien que je puisse m'identifier à lui et même penser que je suis cet arbre, ce qui est vraiment trop bête. Il faut donc une formidable attention, une formidable compréhension de soi-même et de la totalité de la vie pour voir quoi que ce soit, un arbre, une montagne ou une personne. Alors la communion est possible. Si je peux vous suggérer quelque chose, mais ne vous croyez pas obligé de le faire, regardez un arbre cet après-midi. Restez tranquillement avec lui. Ne prenez pas un livre ni une radio pour vous asseoir sous l'arbre. Allez-y seul. Restez avec lui en silence, asseyez-vous et observez sans penser, sans inquiétude, sans peur ni sentiment de solitude. Et vous constaterez combien vous êtes troublé, comme vous vous agitez, comme votre esprit est sophistiqué et citadin. Mais si vous pouvez laisser tout cela tranquille et demeurer assis calmement, sans rêvasser ni vous mettre en extase sur des bêtises, mais en regardant, vous verrez vous-même qu'il n'y a ni observateur, ni chose observée. Alors seulement est la beauté. La beauté n'est ni objective ni subjective. Ce n'est pas un objet produit par l'homme ou par la nature. La beauté n'existe que lorsque l'esprit est complètement silencieux, ni personnel ni impersonnel, et de ce silence surgit une immensité.